Il y a une sorte de secret de polichinelle dans le monde francophone. Même au plus haut sommet de l'État, même parmi les écrivains les plus renommés ou les académiciens, tout le monde, absolument tout le monde, trébuche secrètement sur certaines règles du passé composé. Ah ça, ouais, c'est une certitude. On a tous vu un locuteur natif s'arrêter en plein milieu d'une phrase, le regard un peu dans le vide, en train de faire un calcul mental ultra complexe pour savoir s'il doit ajouter un E ou un S à la fin d'un mot qu'il est sur le point de prononcer. C'est vraiment une angoisse universelle, quoi. C'est le fameux bug de la matrice de la langue française. C'est ça. Et pour quiconque apprend la langue, ce moment précis où on veut juste raconter une petite anecdote vécue la veille, ça se transforme souvent en un véritable parcours du combattant. L'histoire est drôle et captivante dans la tête, mais dès qu'il s'agit de la verbaliser, chaque phrase devient un champ de mine grammatical. Et cette angoisse, en fait, elle est parfaitement justifiée par la mécanique même de la langue. Le passé composé s'est souvent présenté comme le tout premier temps du passé à maîtriser, pour les apprenants en général autour du niveau B1, le niveau intermédiaire. Ouais, la base, quoi. Voilà la base, mais ça cache une architecture interne redoutable. Et notre exploration d'aujourd'hui, basée sur des analyses linguistiques et des observations pédagogiques d'experts, met en lumière les points de rupture exacts, là où concrètement la machine s'enraye. D'accord, décortiquons un peu tout ça. L'objectif de notre plongée aujourd'hui, ce n'est pas seulement de lister 10 erreurs et des règles ennuyeuses pour le plaisir de la grammaire, c'est vraiment de comprendre les rouages, de comprendre pourquoi ces blocages existent, pour permettre à quiconque apprend la langue de retrouver une vraie fluidité. Exactement. Si on comprend la mécanique, on peut déconstruire le piège. Alors, si on veut comprendre pourquoi la machine s'enraye, il faut d'abord regarder comment elle est construite. Et la base absolue, l'erreur numéro 8 dans les documents qu'on a analysés, c'est le réflexe d'utiliser un seul mot pour exprimer le passé. Genre, on entend souvent des apprenants dire simplement je allais ou il mangeait. C'est un grand classique, ouais. On sent bien qu'il manque une pièce centrale à l'édifice, mais c'est un réflexe qui est super tenace. Pourquoi le cerveau cherche-t-il à court-circuiter cette structure? Bah, L'explication est d'ordre cognitif, en fait, et comparatif. Dans une immense majorité de langues, le passé est simple. On prend le verbe, on modifie sa terminaison, et hop, le tour est joué. Le cerveau cherche toujours le chemin de la moindre résistance. Ouais, sauf que le français impose ici un passé composé. Donc, l'information temporelle est scindée en deux entités bien distinctes. Et c'est là le point crucial. Sans la première partie, la phrase n'existe pas. Absolument aucune réalité grammaticale. C'est non négociable. On doit dire « je suis allé » ou « j'ai mangé ». C'est une obligation absolue d'avoir ce petit mot avant, l'auxiliaire. Et si je devais visualiser cette idée de structure scindée, j'imaginerais bien la construction d'un véhicule. Ah, une voiture? Ouais, disons que le mot qui porte le sens de l'action, le participe passé comme aller ou manger, c'est le châssis, c'est la carrosserie de la voiture. C'est ce qui donne la forme à l'histoire. Mais sans cette autre petite pièce avant, la voiture ne va nulle part, même si elle est magnifique. L'auxiliaire agirait comme le moteur, en fait. Ah, j'aime beaucoup. Le parallèle fonctionne super bien. Le participe passé donne la direction, le sens de l'action, mais l'auxiliaire, lui, il fournit le carburant, l'énergie temporelle, le moteur qui propulse vraiment l'action dans le passé. D'accord. Mais le problème qui se pose tout de suite après pour l'apprenant, l'erreur numéro 1, c'est que ce garage linguistique propose deux moteurs complètement différents. Avoir et être. Voilà. Et c'est là que la véritable confusion commence. On ne peut pas mettre n'importe quel moteur dans n'importe quel véhicule. Sachant que la statistique veut que 90% du temps à peu près, on utilise le moteur avoir. C'est vraiment le choix par défaut. Mais il reste cette fameuse minorité de verbes qui exige le moteur être. Et j'entends souvent parler de la fameuse maison d'être. Oui, la maison, c'est un outil mnémotechnique ultra classique. On dessine une petite maison pour illustrer les verbes de mouvement ou d'état, genre entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir. Ouais, on la voit dans toutes les écoles de langue. C'est ça. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la raison conceptuelle derrière cette division. La langue française ne choisit pas ses verbes au hasard, en fait. Le moteur être est utilisé quand l'action implique une modification de l'état même du sujet, ou un déplacement physique où le sujet subit l'action de son propre mouvement. Attends, donc le corps est à la fois l'acteur et l'objet de la transformation? C'est exactement ça. Le sujet est physiquement engagé et transformé par son action.
C'est une distinction presque philosophique, en fait. Et ça expliquerait pourquoi des verbes très courants, comme passer ou monter, peuvent carrément changer de moteur selon le sens. Genre, si je dis « je suis monté au premier étage », j'utilise « être » parce que je déplace ma propre masse corporelle. Oui. Mais que se passe-t-il si j'ajoute un objet externe? Genre, des valises. Eh bien là, la conceptualisation bascule totalement. En disant j'ai monté les valises, l'action transite de la personne vers un objet externe. Le sujet ne subit plus le changement, il l'inflige à un objet. Donc, le moteur avoir reprend ses droits. Voilà, c'est la définition de la transitivité. Ça prouve que la grammaire, c'est pas qu'une série de règles arbitraires pour embêter le monde, c'est une manière super spécifique de cartographier la physique de l'action dans l'espace. C'est brillant quand on réalise ça. Mais bon, une fois qu'on a sélectionné le bon moteur et la bonne carrosserie, faut que l'ensemble tienne la route, faut boulonner les pièces ensemble, quoi. Et on entre ici dans la zone de terreur absolue, le grand casse-tête de l'accord du participe passé. Le fameux. Si on reprend notre distinction, avec le moteur être, bon, l'assemblage semble plutôt logique. Ouais, la logique est préservée. Puisque l'auxiliaire être lie l'action à l'état du sujet, le participe passé se comporte quasiment comme un adjectif. L'accord est donc naturel et surtout obligatoire. Donc, une femme qui raconte son week-end devra vocaliser et écrire cet accord en ajoutant un E à « elle est allée » ou un S pour « ils sont partis ». Tout à fait. L'apprenant doit s'entraîner à scanner mentalement l'identité de son sujet. Jusque-là, franchement, le cerveau peut suivre. Mais alors, la règle de l'accord avec l'auxiliaire avoir, elle vient littéralement dynamiter toute cette belle logique. C'est l'erreur numéro 3 du document. Le verbe ne s'accorde jamais avec le sujet. Très bien, ça permet de le différencier. Mais il s'accorde avec l'objet de l'action, le fameux COD, uniquement si cet objet est placé avant le verbe. Oui, c'est la règle d'or. Mais c'est sadique, non? Pourquoi la langue française a rendu ça si complexe? C'est une gymnastique cruelle pour les locuteurs qui doivent anticiper la fin de leur phrase avant même de l'avoir ouverte. C'est vrai que si l'on observe la charge cognitive que ça implique, on comprend vite pourquoi même les francophones natifs s'y perdent. Mais si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est une forme de cohésion interne très ingénieuse, presque mathématique. Mathématiques, comment ça? Quand quelqu'un dit « j'ai cueilli des fleurs », l'objet fleur arrive après. L'action est lancée, puis elle atterrit. Pas besoin de préparer le terrain. Par contre, si la personne dit « les fleurs que j'ai cueillies », l'objet est posé en premier. Le cerveau de l'auditeur ouvre une boucle d'attente. Ah, une boucle d'attente. Ouais. Et l'ajout du « e » et du « s » à la fin du verbe, c'est une balise sonore, un écho, qui dit à l'auditeur « attention ». L'action que je viens de décrire vient de se refermer sur l'objet qu'on gardait en mémoire. Oh, waouh, c'est comme un reçu auditif, en fait. Un reçu, un essai. Le son confirme que la transaction est terminée. Mais cette idée de boucle d'attente, ça rend le cas des verbes pronominaux, l'erreur numéro 6, particulièrement infernale. Ah, les verbes pronominaux. Tous les verbes qui utilisent le pronom « se » utilisent aussi l'auxiliaire « être ». Logiquement, d'après ce qu'on vient de dire sur le moteur « être », ils devraient tous s'accorder avec le sujet, non? Et c'est là l'illusion parfaite que crée la langue française. En réalité, le pronom réfléchi cache très souvent un objet direct. Prenons une phrase simple prononcée par une femme. « Je me suis lavé ». D'accord, avec un « e ». Oui, car l'action de laver porte sur le pronom « me », qui représente elle-même. L'objet est placé avant le verbe, la boucle se ferme, on ajoute un « e ». Mais si elle précise l'action et dit « elle s'est lavé les mains ». Attends, soudainement, l'objet direct devient « les mains » et il est placé après le verbe. Exactement. Le pronom « se » n'est plus qu'un objet indirect, signifiant à elle-même. Je crois que je saisis. Puisque le véritable objet, les mains, arrive après le crash du verbe, il n'y a pas de boucle d'attente ouverte dans le cerveau. Donc aucun accord. Le participe reste lavé et sans E ni S. En fait, c'est la règle de l'auxiliaire avoir qui s'applique en secret alors qu'on utilise le moteur être. C'est un peu diabolique, je te l'accorde. Un autre exemple classique qui bloque beaucoup de monde, c'est la phrase « ils se sont téléphonés ». Ah oui, l'instinct pousse tout de suite à mettre un S. Grave. Mais on téléphone à quelqu'un. Le « se » est purement indirect, donc il n'y a aucun objet direct à accorder, ni avant, ni après. Le participe reste figé avec un « et ». C'est un niveau de précision dingue. Ça exige d'analyser la fonction grammaticale de chaque mot en temps réel, à la milliseconde près, pendant qu'on parle. C'est une véritable chorégraphie cérébrale. Le mot est bien choisi, ouais.
Et en parlant de chorégraphie, maintenant qu'on a les bons accords, il faut placer les mots dans le bon ordre. L'insertion de la négation, c'est l'erreur numéro 4. Ça produit souvent des phrases, disons, très créatives chez ceux qui apprennent. Oui, on entend souvent des « je n'ai pas allé » ou « je suis allé pas ». Exact. Comment cette danse s'organise-t-elle autour du verbe être? L'erreur vient de la volonté de traiter le passé composé comme un bloc indivisible. Mais comme on l'a dit avec ton analogie, l'auxiliaire, c'est le moteur temporel. C'est lui seul qui doit être neutralisé par la négation. La syntaxe exige que le « ne » et le « pas » encerclent immédiatement l'auxiliaire. Le participe passé, lui, il est relégué à la fin. En dehors de l'encerclement. Voilà. La structure, c'est « je ne suis pas allé ». J'ai une image visuelle pour ça. L'auxiliaire, ce serait comme une immense célébrité, un VIP absolu, qui marche dans la rue. Et le mot « ne » et le mot « pas » seraient ces deux énormes gardes du corps. Ils l'entourent étroitement. J'adore. Et le participe passé? Le participe passé, c'est l'assistant qui porte les dossiers, tu vois. Il doit marcher quelques pas derrière. Les gardes-corps protègent le VIP et l'assistant reste en dehors de la bulle. C'est une excellente métaphore pour illustrer la rigidité de la structure. Mais attention, la dynamique se complique, c'est l'erreur numéro 9, quand on introduit des adverbes. La clarté rythmique du français oral entre en jeu. Ah, les fameux petits adverbes. Ouais, certains adverbes courts et très fréquents, comme bien, mal, déjà, souvent, beaucoup, viennent briser cette garde rapprochée. Ils se glissent très exactement entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc on dit « j'ai beaucoup mangé ». Petits adverbes, c'est comme s'ils avaient un badge VIP. Les gardes du corps les laissent passer pour se placer juste derrière la célébrité. Et notre pauvre assistant, le participe passé, est poussé encore plus vers l'arrière. C'est exactement ça. Mais si l'adverbe est long, par exemple, malheureusement, ou si c'est un mot de temps comme hier, pas de badge VIP, il reste avec le public tout à la fin de la phrase. C'est fascinant de voir que la grammaire se plie face au rythme. La raison est ancrée dans la musicalité de la langue. Le français déteste l'hésitation au milieu d'une idée. En fusionnant l'auxiliaire, le petit adverbe et le participe, on crée un bloc sonore indivisible. C'est une question de fluidité acoustique. Mais bon, maîtriser cette cadence parfaite, construire la phrase sans aucune erreur, ça ne sert à rien si on utilise ce bloc sonore au mauvais moment. Et raconter une histoire, c'est choisir la bonne perspective. C'est le combat éternel des apprenants, l'erreur numéro 5, le passé composé face à l'imparfait. Oh que oui. Le glissement de sens, c'est radical si on se trompe de temps. Une erreur récurrente, c'est d'utiliser le passé composé pour décrire des habitudes révolues. Genre dire « Quand j'étais enfant, j'ai joué au football tous les jours ». Alors que ce n'est pas une action ponctuelle. Exactement. Ou à l'inverse, d'utiliser le passé composé pour un décor de fond, comme « Hier, il a plu quand je suis sorti ». Dans les deux cas, le choix du temps trahit la nature de l'action. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un travail de réalisateur de cinéma, en fait. Le choix du temps, c'est le choix de la caméra. Si je comprends bien, l'imparfait, c'est le plan large. Le plan large, oui, le décor. Si je dis « il pleuvait », la rue était sombre, je fige un contexte sans limite de temps clair. Et soudainement, le passé composé intervient comme un zoom ultra brutal sur une action précise. Une voiture a dérapé. Ta métaphore cinématographique est parfaite. Le passé composé désigne l'événement ponctuel achevé qui vient percer la toile de fond de l'imparfait. Si un narrateur intervertit les deux, le cerveau de l'auditeur est complètement désorienté. Ah bah oui, un décor devient une action terminée et une action percutante se dissout dans un flou. L'atmosphère du récit s'effondre. Et ce cadrage temporel, il est renforcé par des expressions de temps précises, ce qui nous amène à l'erreur numéro 10, la confusion autour de « depuis »,« il y a » et « pendant ». Ces petits mots verrouillent la caméra temporelle, c'est ça? Complètement, ils forcent le choix du temps. L'expression « il y a » suivie d'une durée crée une barrière infranchissable. L'action est terminée, donc ça appelle obligatoirement le passé composé. Il y a 2 ans, je suis allé en France. D'accord. Et depuis? Depuis, ça indique un pont entre le passé et le présent. L'action continue au moment où l'on parle, donc on utilise le présent. Dire « depuis 2 ans, je suis allé en France », ça crée une dissonance totale. C'est clair. Et enfin, pendant, ça mesure une durée fermée, une parenthèse achevée.
Donc, passé composé ou imparfait, selon le contexte, mais toujours pour un fait délimité. C'est une horlogerie tellement fine. Mais même en maîtrisant cette horlogerie, la charge cognitive des accords, le rythme, le cinéma, il reste toujours un chaos latent dans la langue française. Ah, les exceptions. L'irrégularité, oui, l'erreur numéro 7. La logique de l'apprenant peut être impeccable, mais aboutir au mauvais mot. Quelqu'un qui a tout compris dira naturellement j'ai prendu pour le verbe prendre, ou j'ai couru. Et on lui dira que c'est faux. Les formes correctes sont j'ai pris, j'ai couru. Même chose pour j'ai voir au lieu de j'ai vu. Le cerveau cherche une régularité. Il surgénéralise la règle des participes en et ou en u. Faire cette faute prouve qu'on a compris le système, paradoxalement. C'est tout le drame de l'apprenant. Du coup, j'ai une question faussement naïve. Est-ce qu'il y a une raison profonde, une explication logique pour laquelle prendre devient pris et non prendu? Ou est-ce que c'est juste un caprice d'une élite lointaine pour exclure les autres? Cela soulève une question importante sur la nature des langues. Les langues ne sont pas des codes mathématiques purs, inventés dans des laboratoires. Elles sont organiques. Elles portent les cicatrices de l'usage oral sur des millénaires. La majorité de ces irrégularités, elles proviennent de l'évolution phonétique du latin vulgaire. Ah, le latin. Oui. Prenons pris. En latin, le verbe praendere donnait le participe passé prensus. Au fil des siècles, les populations qui parlaient vite ont contracté les sons. Prensus s'est érodé en prinsus, puis l'usage populaire l'a limé jusqu'à ce qu'il devienne le son bref pris. Donc ce n'est pas une règle compliquée inventée pour torturer les apprenants, c'est le résultat de la paresse articulatoire de nos ancêtres en fait. Ils ont usé le mot jusqu'à la corde. C'est l'histoire la véritable coupable. Exactement. Mais du coup, puisqu'il n'y a pas de logique mathématique à appliquer ici, comment les apprenants peuvent-ils faire face à ces exceptions au quotidien? Le document donne des conseils pratiques, non? Oui. Face à l'arbitraire phonétique, l'approche doit être pragmatique. Créer des automatismes, c'est la seule solution. L'utilisation de cartes mémoire pour isoler les verbes irréguliers est très recommandée. Mais surtout, la pratique auditive. Lire à voix haute. Voilà, formuler 3 phrases par jour à voix haute. Ça permet au cerveau d'intégrer le son de l'irrégularité. L'oreille doit s'habituer au fait que « j'ai prendu », ça sonne faux. Il faut recréer des réflexes sonores. Et pour ça, s'enregistrer, pour s'écouter, ça demande du courage, mais c'est vital. Faut accepter de faire des erreurs, de toute façon. C'est en réparant ces petites pièces qu'on fait tourner le moteur. Bon, après avoir vu tout ce champ de mine cognitif, on pourrait se demander pourquoi s'infliger tout ça? L'enjeu dépasse de très loin la simple grammaire académique. Le passé composé, c'est le véhicule fondamental de l'expérience humaine. Sans lui, on est emprisonné dans le présent. Maîtriser ce temps, c'est avoir le pouvoir de partager un choc, un voyage, une rencontre avec l'autre. C'est l'outil qui permet de créer des liens humains, d'exister en tant que narrateur de sa propre vie. Et d'ailleurs, ça nous amène à une réflexion finale assez troublante. Je t'écoute. Si raconter son passé en français exige une telle cartographie mathématique, devoir scinder l'action, savoir si son corps est l'objet du mouvement, retenir mentalement les objets pour l'accord sonore, dans quelle mesure cette gymnastique modifie-t-elle la façon dont le cerveau structure les souvenirs eux-mêmes? Ah, la question de la relativité linguistique. Ouais. Est-ce que le simple fait de parler parfaitement français change la forme, la texture même de la mémoire humaine? Est-ce que nos souvenirs s'organisent différemment selon la grammaire qu'on utilise? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est une pensée fascinante à ruminer la prochaine fois qu'on tente, très innocemment, de raconter ce qu'on a fait le week-end dernier. Et c'est sur ce mystère cognitif que s'achève notre exploration du jour.